Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur KinéoWeb. Nous avons chacun notre sensibilité, nos préférences et nos priorités. C'est aussi ce qui nous rend uniques, qui fait la richesse de notre pratique. À défaut de plaire à tout le monde, soyons vrais et alignés avec nos valeurs. Cela signifie aussi savoir définir ses limites, poser le cadre dans lequel on intervient pour plus d'efficacité, pour être plus pertinent, mais aussi pour se préserver soi et continuer à travailler avec enthousiasme de nombreuses années. C'est aussi reconnaître son expertise et valoriser ses compétences acquises au fil des formations et de sa pratique, faire face au syndrome de l'imposteur. Pour aborder tous ces sujets qui touchent beaucoup de thérapeutes, c'est un plaisir d'accueillir aujourd'hui Rebecca Bardet, kinésithérapeute et formatrice. Alors bonjour Rebecca, peux-tu te présenter et nous dire ce qui t'a amené à transformer et diversifier non seulement ta pratique en tant que kiné, mais également avec la création de formations? Bonjour Julien. Donc oui, qu'est-ce qui m'a amené à diversifier ma pratique professionnelle en premier? C'est vrai qu'il y a Alors, je vais peut-être commencer plus par les formations parce que au tout début, j'étais kiné libérale. J'étais déjà spécialisée en pédiatrie et je continuais de voir des patients douloureux chroniques. Et donc j'étais avec un fonctionnement très typique avec des séances à la demi-heure conventionnées au tarif de la sécurité sociale. Avec les patients douloureux chroniques, j'avais commencé un peu déjà à proposer autre chose. Je proposais des consultations d'1 heure avec un dépassement d'honoraires. Enfin, c'est plus un acte, maintenant dit acte hors convention. Avant, c'était acte hors nomenclature, HN, pour le temps passé en plus. Et ce qui m'a donné envie de me lancer dans la formation, c'est mon expérience personnelle de maman avec une petite fille et grande prématurée avec des atypies neuromotrices. Et j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à trouver des professionnels suffisamment formés pour l'accompagner. Donc moi, j'habite en Ariège, je faisais 1 heure et demie de voiture aller, 1 heure et demie retour pour aller voir un kiné formé parce qu'à l'époque, en Ariège, il n'y en avait pas. Et je voyais que ça avançait pas suffisamment, alors que je connaissais déjà la méthode Feldenkrais. Donc, je suis allée voir des praticiens Feldenkrais. Et là, le suivi a évolué beaucoup plus rapidement. Et donc, moi, je me suis formée, j'étais déjà formée en Feldenkrais, mais je me suis formée à la pédiatrie kiné et en Feldenkrais spécialisée en neuropédiatrie. J'ai suivi les deux cursus en même temps, plus les réflexes archaïques. Et c'est vraiment cette expérience où j'ai vu que il y avait des méthodes beaucoup plus spécifiques de la neuromotricité qui permettraient d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et c'est ça qui m'a donné envie de devenir formatrice pour faire évoluer les pratiques professionnelles kiné. Donc ça, D'accord. voilà, c'est la première chose. Et ensuite, pour moi, ma pratique, comment j'ai voulu enrichir mon cadre professionnel et proposer autre chose que des séances d'1 demi-heure, c'est ça a émergé pendant le premier confinement, au retour de mon premier confinement, quand j'avais pris le goût d'avoir plus de temps. Pendant le premier confinement, enfin, au début, on travaillait pas du tout, mais à un moment donné, on a repris avec les patients qui en avaient vraiment besoin. Et comme j'avais plus de temps, je prenais beaucoup plus mon temps avec les patients, avec les familles. Et quand j'ai repris à un patient par demi-heure, c'était trop pour moi. J'y arrivais plus. Et j'avais déjà ce rêve en tête de séjours intensifs, d'immersion dans une ferme pédagogique avec des animaux et d'allier la kiné à un environnement plus soutenant. Ça, c'était déjà un rêve que j'avais depuis longtemps. Et du coup, au retour du premier confinement, je me suis dit que je pouvais plus attendre et que j'avais vraiment envie de proposer un autre cadre et de prendre beaucoup plus de temps avec les patients. Voilà comment ça a émergé. Ouais, effectivement, c'est un parcours assez différent, puisque pendant le confinement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de remises en question des professionnels de santé en général, mais c'est quand même très courageux de se lancer sur ce type d'activité. Et d'ailleurs, justement, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer pendant ton parcours et comment tu les as surmontées? Alors, des difficultés, c'est sûr qu'il y en a eu, hein. La peur. Alors déjà, moi, je me suis arrêtée pendant 2 ans à ce moment-là où j'ai voulu commencer mon projet. Je suis tombée enceinte et pendant ma grossesse, ça a pu beaucoup plus mûrir et je me suis beaucoup renseignée du coup sur comment faire amorcer ma transition professionnelle. Les difficultés que j'ai rencontrées, c'est que j'étais absolument pas formée en communication et que pour moi, pour commencer ce projet de ferme thérapeutique, il fallait que j'élargisse mon réseau parce que de séjours intensifs, ça s'adressait plus à la clientèle locale.
Pour moi, ça s'adresse plus au niveau national, avec des parents qui viennent de loin, qui viennent s'héberger sur place et profiter pendant 3 ou 4 jours de soins intensifs pour leur enfant. Et donc là, ça m'a demandé de me former au marketing de réseau. Et j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux, j'y connais absolument rien. Donc ça a été une première difficulté. Et qui en découle aussi, ce qui en découle, c'est le fait de décrire ce que j'aime faire, de me montrer sur les réseaux. Pour moi, au début, c'était vraiment, je sortais complètement de ma zone de confiance. Peut-être que j'ai l'air assez à l'aise de parler de moi et de ce que je fais, mais au début, c'était pas du tout le cas. Ouais, c'est vrai que ça Donc voilà, demande après, il y beaucoup a de travail, hein. oui, beaucoup de travail et puis de cibler, par exemple, je trouve, maintenant j'apprends à discerner tout ça, mais quand on s'adresse à une clientèle locale ou quand on s'adresse à une clientèle nationale, c'est pas les mêmes techniques qu'on va mettre en place sur les réseaux sociaux. Ça demande vraiment des techniques de marketing, des stratégies. Je crois que c'est le mot plus adapté que je connaissais pas du tout. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça demande déjà de bien cibler les personnes à qui on veut communiquer, et ça demande aussi beaucoup de recherche sur ce que recherchent ces personnes-là justement qu'on veut cibler. Et c'est vrai que c'est tout un apprentissage derrière de mise en place d'une stratégie également, comment on organise sa communication. Et c'est vrai que c'est un métier finalement c'est un nouveau Oui, métier que tu as appris. voilà. Et heureusement, j'ai eu ma grossesse pour commencer à l'apprendre. En Oui, prenant le temps. m'y remettre. Et, Oui. euh, et à côté de ça, tu rencontres aussi régulièrement des thérapeutes qui se remettent en question, comme tu as pu le faire, et qui remettent aussi en question leur façon d'accompagner les patients ou les clients, selon les personnes avec qui les personnes que tu rencontres. Elles se sentent aussi parfois limitées ou épuisées. Est-ce que c'est vraiment une fatalité? Oui, moi j'en rencontre beaucoup. Alors parce que déjà dans mes formations pédiatriques, c'est des questionnements qu'on partage beaucoup en pédiatrie. C'est souvent des professionnels passionnés et il y a beaucoup cette notion de trouver ses limites, comment continuer de donner généreusement mais en se protégeant parce qu'en pédiatrie on voit des choses qui sont vraiment pas faciles. On accompagne des parents d'enfants avec des maladies neuromusculaires dégénératives. On voit des enfants qui sont maltraités. On voit des parents d'enfants polyhandicapés. Enfin, vraiment, on accompagne des situations très difficiles. Et comment nous le vivre sereinement, ça fait vraiment partie des formations aussi d'aborder ces sujets-là. Donc déjà, j'avais beaucoup de professionnels qui me parlaient de ces problématiques-là. Après, au-delà des problématiques spécifiques à la pédiatrie, moi, maintenant, les patients douloureux chroniques, je n'en vois plus. Je vois justement que des professionnels de santé pour leurs problèmes de santé. Et ils me partagent beaucoup de difficultés par rapport à leur profession. Et par exemple, les médecins qui sont complètement débordés, je vois régulièrement plusieurs médecins et il y a toute la difficulté de dire non. En général, c'est des médecins qui disent déjà non, qui savent dire non, mais qui le vivent mal et qui chercheraient à trouver un fonctionnement où ils se sentent plus, où ils ont l'impression de vraiment soutenir leurs valeurs sans avoir tout le temps à dire non, à poser des limites. C'est pas facile, oui. Et est-ce que c'est une fatalité? Non, pas du tout. Pour moi, il y a tout à recréer, à réinventer dès maintenant. D'accord. Et tu proposes justement un accompagnement que tu viens de créer et que tu es en train de lancer actuellement et qui s'appelle Créer votre modèle professionnel unique. À qui cela s'adresse? Est-ce que cela s'adresse et quel est l'objectif de cette formation? Alors, créer votre modèle professionnel unique, oui, pour moi, ça s'adresse aux professionnels de santé. Donc, ça peut être les kinés, les ostéopathes, les médecins. Pour l'instant, j'ai travaillé plus facilement, j'ai rencontré plus de médecins et de kinésithérapeutes et de psychomotriciens, mais c'est aussi dû à mes formations techniques qui sont destinées aux kinés et aux psychomotriciens. Donc, cette formation, cette nouvelle formation sur créer votre modèle professionnel unique, elle permet pour moi d'élargir le cadre professionnel dans lequel on travaille, parce que souvent quand on sort d'une formation, que ce soit kiné, médecin ou ostéo, on a une idée un peu préconçue de la durée des séances, de la façon dont on doit exercer, alors qu'en fait, il y a plein de manières différentes de proposer nos services, que ce soit par des ateliers de prévention, des ateliers de groupe, des actes hors nomenclature, hors convention.
des séjours intensifs comme je l'ai proposé moi. Il y a vraiment plein de manières de varier notre activité pour nous préserver aussi et pour aussi défendre nos valeurs, ce qui nous tient réellement à cœur. Parce que ce qu'on voit par exemple dans notre pratique, quand on reste juste dans une pratique de cabinet et qu'on est passionné comme moi, souvent on se sent limité face à des questions de prévention par exemple. On agit souvent trop tard et on peut se sentir souvent impuissant dans certaines situations, alors que si on avait pu pouvoir agir avant, on se sentirait beaucoup plus à l'aise dans cette même situation. Et le fait de varier notre cadre professionnel permet justement de proposer des services de prévention, comme moi je le fais par la formation, mais il y a plein d'autres moyens d'agir dans la prévention. Oui, tout à fait. Il y a tout un panel de solutions que peuvent proposer les kinésithérapeutes d'autres professions médicales et paramédicales également. Et c'est vrai que bah, vous avez une expertise qui est juste incroyable. Vous vous formez tous les ans pour améliorer votre pratique et pour cibler éventuellement ce qui vous plaît le plus aussi, ce qui vous tient le plus à cœur. C'est pour ça qu'il y a vraiment un panel d'activités qui est immense. Et à côté de ça, il y a cette expertise-là, mais à côté de ça, il y a des manières de la transmettre qui sont très très diverses et variées et qui correspondent à chacun finalement. Et c'est un petit peu ce que tu proposes de définir, c'est ça? C'est ça. Et en même temps, qui valorise toutes les compétences qu'on a acquises. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'avenancette de la kinésithérapie n'a pas été à la hauteur des valorisations justement, et c'est quelque chose qui touche beaucoup les kinés. Et bon, c'est pas nouveau non plus, hein, ça fait plus de 25 ans que c'est comme ça, donc Oui, c'est quand même quelque chose où on se dit qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et c'est très bien aussi d'avoir l'activité conventionnée mais de pouvoir en vivre confortablement, c'est mieux. Et pour ça, on peut avoir vraiment une activité mixte aussi, et ça voilà, demande c'est ça. vraiment de réfléchir un petit peu à comment on veut s'orienter soi. Il y a certaines personnes qui choisissent de sortir complètement de la convention, c'est très bien aussi. D'autres personnes qui j'avais fait une interview d'ailleurs la semaine dernière sur les Algonautes où eux, ils ont une démarche pour prendre en charge également les ateliers. Donc il y a cette possibilité-là aussi. Oui. C'est Il vrai y que a plein de possibilités, ouais, de rester accessible. Et moi, c'était aussi l'une des difficultés que j'ai pas nommées, c'est que justement j'avais ce besoin ça d'accessibilité et que je pensais que si je développais mon projet avec tous ces services hors convention, je pensais que je n'aurais pas le droit de rester conventionnée, alors qu'en fait, si je maintiens une activité conventionnée, par contre, je ne vois plus quasiment que des enfants qui sont en ALD avec des tarifs sécu. Et à côté, je développe mon activité conventionnée. Donc, il y a vraiment énormément de possibilités, oui, de combiner une activité conventionnée à des activités hors convention qui valorisent aussi notre savoir-faire, de entièrement se déconventionner aussi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de proposer des activités hors convention et trouver des financements pour ces activités, c'est possible aussi, oui. d'accord. Et donc là, cet accompagnement-là, ce sera donc là, tu es en période de lancement. Ça commencerait à partir de début 2024, c'est ça? Alors, Ou peut-être au voilà, fur et à à mesure. partir, moi, je fonctionne par groupe de 4 personnes, c'est 4 personnes maximum, et le groupe en même temps, il apporte beaucoup d'échanges, enfin, c'est très porteur pour chacun, très nourrissant pour chacun. Et donc 4 personnes maximum. Le prochain groupe débutera en janvier 2024. Et mon accompagnement, il repose beaucoup avec mes spécificités. Mes spécificités, c'est beaucoup le dialogue avec toute notre vie sensorielle et avec notre corps et comment écouter notre corps, à partir de l'écoute de notre corps, établir un modèle professionnel qui préserve notre santé, nos sensibilités uniques, nos compétences et en même temps qui met en valeur notre savoir-faire. Donc tout le sujet de la formation est tourné autour de ça. Comment, à partir de l'écoute de notre corps, établir votre modèle professionnel unique. D'accord. Donc tout part effectivement de l'écoute de soi, de ses besoins, de ses nécessités, de ses valeurs, de ses envies. C'est bien ça. Oui, c'est exactement ça. De ce qui motive le plus, parce que quand aussi on trouve ce qui nous motive le plus, ce qu'on a le plus envie d'apporter au monde, c'est ce qui aussi nous apporte de plus de vitalité et d'énergie au quotidien.
Oui, ça c'est quelque chose d'ailleurs que j'avais remarqué sur tes publications. Tu avais envoyé un petit message. Comment vous vous sentez après une journée de travail? Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? Comment vous vous sentez après une journée de travail? Alors moi, je me sens pas toujours hyper vitalisée. Il y a des fois où je me sens fatiguée. Par contre, je me pose toujours la question. Et justement, le fait, s'il y a des soirs où je me sens plus fatiguée que d'autres, je cherche à comprendre ce que cette fatigue me dit de la façon dont j'ai géré ma journée de travail. Est-ce que j'ai fait des choses que j'avais pas envie de faire? Est-ce que j'ai plus donné? Est-ce que je me suis pas suffisamment écoutée? Est-ce que ça me parle juste de mon état physiologique à moi, indépendamment de ma journée de travail? En tout cas, pour moi, la façon dont on se sent après une journée de travail est très révélatrice de la façon dont on gère, enfin voilà, notre énergie au quotidien et de la façon dont on la donne aussi. Et c'est vrai que moi, majoritairement, les journées de travail me ressourcent. C'est pas toujours le cas, c'est pas vrai, hein. Je suis pas dans un modèle parfait et il y a des fois où je m'oublie un peu, il y a des fois où je donne plus, enfin voilà, où je sors de ma posture, etc., neutre. Mais justement, la fatigue est là pour m'enseigner à trouver cette juste posture et à trouver la place où moi je me nourris en même temps que je donne. Wow, c'est vraiment très enthousiasmant, ça donne vraiment envie de s'écouter au quotidien, de faire un bilan en fin de journée. C'est toujours très agréable aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je partage beaucoup avec toi pour le coup. C'est qu'à Ah la fin de oui. journée, selon comment je suis, est-ce que c'est une fatigue physique, psychologique, est-ce que c'est nerveux? Je me pose souvent cette question-là. C'est beaucoup ma femme qui m'a ouvert qui est kinésithérapeute, qui m'a ouvert à cette conscience de soi que je n'avais pas du tout, pour ainsi dire. Et c'est vrai que ça me parle beaucoup ce que tu dis et ce que tu partages. Pour continuer, j'aimerais un petit peu pour conclure aussi, j'aimerais un petit peu avoir ta vision sur l'avenir de la kinésithérapie. Comment Alors, tu... l'avenir de la kinésithérapie. Alors moi, ouais, voilà, je vais dire quelque chose de très personnel. Moi, ce que je souhaiterais pour la kinésithérapie, c'est à la fois une alliance avec, parce qu'on parle beaucoup d'evidence-based practice, le BP. Et la façon dont on en parle parfois ne me convient pas entièrement. Alors moi, je suis entièrement pour le BP. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et je continue de me renseigner. Je continue d'aller, par exemple, aux formations du réseau de périnatalité d'Occitanie, qui toutes les ans nous réinforme des nouvelles études au sujet de la parentalité, de l'enfance, etc. Mais pour moi, le BP, elle doit aussi être alliée à l'écoute, à l'écoute de l'unicité de ce que chaque professionnel a apporté. Ça ne doit pas être, pour moi, d'ailleurs, il y a un article d'un kinésithérapeute qui écrit dessus sur le BP que c'est pas quelque chose, un modèle qu'on doit appliquer à tous les kinés, qu'on doit uniformiser. Il y a ce terme d'uniformiser nos pratiques. Mais pour moi, on doit quand même, pour moi, c'est important que chaque professionnel reste à l'écoute de ses propres sensibilités, de ses propres spécificités à apporter en alliance et en écoute de l'EBP. C'est clair ce que je dis. Oui, tout à fait. Non, je suis assez d'accord avec cette vision-là. C'est vrai que dans l'EBP déjà, il y a aussi la prise en compte de l'unicité des patients. Hein, Oui, l'écoute du patient voilà. et dans la pratique EBP. C'est un des trois piliers finalement, et effectivement, chaque praticien a sa sensibilité. On en parlait un petit peu tout à l'heure, et de vouloir tous faire exactement la même chose de la même façon, ça ne touchera pas forcément tous les patients ils sont aussi tous différents. Donc il y a certaines facilités avec certains types de patients et d'autres avec d'autres. Et c'est vrai que je communique quand je crée des sites internet pour les kinés, je me base beaucoup sur la spécificité de chacun. Au-delà des spécialités entre guillemets d'activités, de formation qu'ils ont pu avoir, mais j'aime beaucoup utiliser leur vocabulaire, leur façon de parler, leur sensibilité, et je pense que c'est très important parce que un kiné qui est très dans l'activité physique intense, ça a des très bonnes répercussions sur une personne qui va peut-être justement avoir ces mêmes sensibilités-là, mais pas sur quelqu'un qui est plus cocooning et tout ça. Donc oui, je pense que j'ai compris ce que tu voulais dire. Je sais pas si ça correspond. C'est ça.
Oui, c'est exactement ça. Et c'est simplement aussi replacer plus d'humains. L'idée qu'on n'est pas des machines et on peut pas tout normer, tout quantifier et d'être à l'écoute, oui, de chacun, autant des fonctionnements du patient que des fonctionnements du thérapeute, pour que le patient aussi choisisse plus facilement le thérapeute qui lui convienne. Oui, moi c'est ce que je souhaiterais à la kinésithérapie, la reconnaissance de toutes nos spécificités. Bah, c'est super. Et pour conclure, est-ce que tu as un petit mot de la fin sur ton accompagnement, sur ce qui te tient à cœur, tout simplement? Moi, ce qui me tient à cœur, je me suis longtemps posé la question, est-ce que je me déconventionnerais ou pas? Là, ces dernières années, et j'ai fait le choix de rester conventionnée. Et ce qui me tient vraiment à cœur, c'est justement de contribuer au bien-être aussi des professionnels de santé qui se retrouvent plus et qu'ils se respectent intégralement dans leur pratique professionnelle. Bah Voilà. écoute, Parce que souvent, on est passionné, on a tendance à s'oublier. Et pour moi, la passion, ça doit aussi être associé au respect de soi. tout à fait. Et ça permet d'aller plus loin, plus longtemps, et de pas être en burn-out à mi-chemin. Là. Bah, très bien. Je te remercie, Rebecca, pour cet échange vraiment incroyable et on aura l'occasion de continuer à discuter ensemble et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Julien. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était encore une fois un immense plaisir de faire cette interview. Je te laisse aimer, partager, commenter et bien sûr t'abonner. Et surtout, n'oublie pas, ensemble, valorisons votre expertise.